Bonjour tout le monde. Bienvenue chez moi dans ces circonstances pour le moins particulières. Donc, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je vous vois même pas en fait, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble, disons-le comme ça. Je vous ai pas oublié. Je pense à vous souvent. La preuve, c'est que je porte mon gilet de finissant présentement. Donc, fièrement. Tu sais, là-dessus, je vois des anecdotes sur une game de soccer à Drummond, puis le 2400, puis des choses qui se sont produites en Angleterre. Ben, sachez que il devrait y avoir clairement un endroit, ou en tout cas une anecdote ou une place pour le coronavirus là-dessus. Peut-être que ce sera sur les prochains chandails de finissant, mais les événements qu'on vit nous bousculent et sont clairement hors du commun. Donc, c'est ça. Ces événements-là nous forcent à travailler en ligne comme on le fait là. Donc, je vous invite à avoir un endroit pour travailler avec crayon, papier, etc. Téléphone ou ordi ou iPad et vos livres, manuels, etc. qui vous permettent d'être efficace parce que on en a pour un certain temps là, à travailler comme ça. Donc, organisez-vous pour être efficace puis être confortable. C'est ce que j'ai fait. Je me suis inventé un petit bureau avec tout ce que j'ai besoin à côté de moi. On va fonctionner comme ça là, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je vais vous poster des vidéos que je vais mettre sur YouTube. Donc, je vais vous envoyer le lien par courriel. Puis, ça vous permettra de le consulter, la vidéo, au moment où vous jugerez opportun, qui sera le plus facilitant pour vous parce que je sais très bien que la plupart d'entre vous, vous travaillez, vous avez d'autres activités, etc. Donc, ça vous permettra de consulter quand vous voudrez. Aussi, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou comprises, ben, tu recules tout simplement, puis ça te permet de revisionner les explications. On va aussi se faire un Zoom à tous les vendredis 9h. Donc, je serai là pour vous, pour répondre à vos questions, pour vous guider ou simplement pour jaser avec vous. Donc, on fera ça tous les vendredis à 9h. Je vais vous envoyer le lien par courriel, encore une fois. Donc, ça prend un numéro de réunion, ça prend un password. Donc, tout ça sera dans les courriels. On avait terminé, quand on s'est laissé avant la pandémie, on avait terminé monde contemporain. Donc, un peu en coup de poisson, là, mais je vous avais envoyé des pages à faire, etc. Donc, monde contemporain est terminé. On est rendu en éducation financière, donc dans le chapitre 1 qui porte sur la consommation. Et tout au long de ce chapitre-là, je vais essayer de faire ressortir une idée principale, c'est-à-dire que on travaille très fort pour gagner nos sous plusieurs personnes et plusieurs compagnies ont intérêt et vont travailler très fort pour aller chercher cet argent-là dans nos poches, donc pour nous faire dépenser. Donc, à nous, sachant ça, d'être intelligent dans notre consommation, de faire des bons choix, de faire des choix éclairés en fonction de nos besoins de façon réfléchie là, le plus possible. Donc, sans plus tarder, je vais me diriger vers mon cahier d'activité au début, cahier d'activité profil, et je vous invite à faire la même chose. Je vais juste essayer quelque chose rapidement. Ça fonctionne, youpi. Vous connaissez mes talents avec le iPad. Je vais faire mon gros possible. Je me suis amélioré beaucoup. Ça a ça de bon, la pandémie. Mais ce manuel-là n'est pas, ou ce cahier d'activité-là n'est pas très user-friendly pour l'iPad. Donc, il faudra être indulgent un petit peu. Puis, je vais essayer de ne pas laisser aller de gros mots, en tout cas le moins possible. Donc, on attaque. Notre ami McSween qui est là, qui nous suit toujours, nous dit que consommer, c'est faire des choix. Donc, bien sûr, quand on consomme, on doit choisir est-ce que je prends le format familial ou le petit format, est-ce que je prends au barbecue ou au ketchup. Donc, c'est toutes sortes de choix et de décisions qu'on doit prendre au quotidien. Il nous dit aussi à la fin du paragraphe que consommer, c'est aussi surtout dépenser une somme d'argent limitée dans un but précis. Donc, nos ressources financières, elles sont limitées. Malheureusement, on n'a pas de l'argent de façon illimitée.
Par contre, nos besoins ou nos désirs, eux, sont illimités. Donc, si je vous donnais 1 million de dollars, ben clairement, ce ne serait pas trop difficile à dépenser. Donc, c'est ça. Il faut y faire attention parce que c'est ça, c'est limité ce qu'on a comme sous et nos besoins ou nos désirs sont illimités, eux. À la page 6, ce qu'on voit là, c'est que en fait, c'est ce que je viens de vous dire, donc on va souligner, c'est-à-dire que en tant que consommateur, la liste de nos envies est illimitée, puis nos ressources, elles sont limitées. Donc, on n'a pas des sous sans fin, mais on a des désirs, en tout cas, des besoins, peut-être pas sans fin, mais clairement des désirs sans fin. Donc, on pourrait s'acheter plein de choses et on verrait pas le bout. Et on nous dit dans le bas qu'il peut arriver que ce qui est un désir pour une personne soit un besoin pour un autre. Par exemple, une auto de course. Donc, pour moi, ce serait un désir et pour vous aussi. Alors que pour un pilote de F1, ce n'est pas un désir, c'est un besoin. Il a besoin d'avoir une bonne voiture s'il veut bien gagner sa vie, s'il veut remporter des championnats, etc. Donc, les désirs et les besoins sont variables selon les personnes. Il y a la pyramide de Maslow qui est à côté ici. Je n'y accorde pas trop d'importance parce que ce sont des choses que vous avez vues en éthique et culture religieuse, donc les différents besoins qui sont classés par ordre, mais je ne m'attarde pas plus à ça que ce que je viens de faire à l'instant. La page 7, on la saute aussi, donc on va se retrouver tout de suite à la page 8. À la page 8, on nous dit qu'on a des ressources qui sont limitées. Donc, nos sous sont limités, donc on n'a pas... c'est ça, là, ça fait quelques fois que je l'ai dit, on n'a pas... Qu'est-ce que c'est pas on n'a pas autant d'argent, ou en tout cas, bref, on n'a pas tout l'argent qu'on voudrait, c'est limiter notre quantité d'argent. Donc, on dit que savoir faire la distinction entre ses besoins et ses désirs permet d'établir plus facilement ses priorités. Dans le fond, ce qu'il faut essayer de cibler, ce sont vraiment ses besoins pour combler ses besoins. Puis oui, on peut se gâter une fois de temps en temps en comblant nos désirs, mais on ne peut pas consommer en regardant seulement nos désirs parce qu'on va frapper un mur à un moment donné. On nous dit plus loin que consommer, c'est faire des choix et choisir, c'est renoncer. Ça veut dire que je ne peux pas tout avoir, puis je dois renoncer à certaines choses. Et on nous parle un petit peu plus loin du coût d'opportunité ou coût d'option. Moi, je vais plus l'appeler le coût d'option. Donc, le coût d'option, c'est le coût du bien ou du service auquel on renonce pour en choisir un autre. Par exemple, si je me présente chez Sport Expert avec 100$, je peux m'acheter un maillot de bain, des sandales, puis c'est pas mal ça, là. Je pourrais pas m'acheter le nouveau skate et le t-shirt là, qui irait si bien avec mon maillot. Je peux pas m'acheter tout ça avec 100$, ça va être difficile. Donc, le coût d'option, c'est ce à quoi je renonce. Donc, si je pars du Sport Expert avec maillot de bain et t-shirt, j'ai renoncé aux sandales et j'ai renoncé à... Je me souviens plus ce que j'ai dit. Donc, mon coût d'option, c'est ce à quoi j'ai renoncé. Donc, dans ce cas-ci, ce sont les sandales. Et l'autre truc qui m'échappe. Il y a des facteurs économiques qui... en fait, les facteurs qui influent sur nos choix. Pardon, on va y aller comme ça. Donc, des facteurs qui influencent nos choix, il y en a plusieurs. La première catégorie, ce sont les facteurs économiques. Donc, c'est ce qu'on va regarder. La première chose qu'on nous dit là, c'est que les consommateurs choisiront leurs biens et leurs services. Les biens et les services qui répondront le mieux à leurs besoins compte tenu de leurs ressources financières limitées. Ça fait quelques fois qu'on le dit déjà. Je m'en vais à la page 9. Si Dieu le veut. Le premier facteur économique qui va influencer nos choix, c'est bien sûr notre revenu. Donc, par exemple, quelqu'un qui gagne 2 millions de dollars par année n'ira pas, quand il veut gâter sa blonde, manger une patate frite
le vendredi soir ou manger un repas complet à la belle province le vendredi soir. Il va plutôt choisir un restaurant où on va être sûr de bien manger, puis on va manger des produits de qualité. Donc, le revenu, ça influence notre consommation clairement. Donc, c'est ce qu'on dit ici, les individus dont le revenu est plus élevé peuvent consommer davantage, bien sûr, parce qu'ils ont les moyens de le faire. J'attire votre attention sur le graphique qu'il y a là. Donc, on voit... je ne peux pas avoir accès à mes... Je vais essayer d'aller chercher ça. Oui. Donc, on voit que les revenus, les ménages qui ont un revenu faible, pourquoi il ne le fait pas? Parce que je suis trop zoomé. J'essaie des choses, les amis. Je ne vous abandonne pas. Je suis là et j'essaie. Ça ne fonctionne plus. Je vais être obligé de recharger la page en espérant que ça fonctionne. La maison d'édition a beaucoup de problèmes présentement. Donc, c'est les joies de la technologie. Quand ça fonctionne, c'est génial. Quand ça ne fonctionne pas, c'est un peu plus difficile. On va y arriver. 8, 9. Je suis de retour. Donc, je voulais attirer votre attention sur le graphique qu'il y a là, où on voit que les revenus, les ménages qui ont un revenu faible, donc qui ont moins de sous, les familles qui ont moins de sous, doivent consacrer une part de leur revenu beaucoup plus importante au logement et à l'alimentation. Donc, c'est ce qu'on voit ici, que, par exemple, les ménages ayant un revenu plus élevé, donc le logement et l'alimentation, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas passer outre. Donc, pour les ménages à faible revenu, ça occupe une partie très importante de leurs dépenses, à peu près presque 50%, alors que si je regarde pour les ménages ayant un revenu élevé, on est à peu près au quart, donc 20-25%, quelque chose comme ça, peut-être plus 25%. Donc, c'est ça. Donc, il faut retenir ça parce que ça veut dire, c'est qu'il en reste moins. Les ménages ayant un revenu faible, il en reste moins pour faire d'autres choses que après, là, une fois qu'on s'est logé, qu'on s'est nourri, il reste moins de sous pour faire d'autres choses. Remarquez aussi, petit truc intéressant, on a déjà parlé de ça, mais les impôts, regardez la part des impôts en jaune et regardez la part des impôts en jaune pour les deux types de revenus. Donc, on a déjà dit ça, c'est-à-dire que les gens ayant un revenu élevé paient un pourcentage d'impôts très, très élevé comparativement aux gens qui ont un revenu faible. Donc, ça aussi, c'est intéressant à analyser. Je vous laisse répondre aux questions là, du annoté. On y reviendra peut-être dans notre Zoom de vendredi. Dans le bas ici, on nous dit que de manière générale, lorsque le prix d'un bien augmente, le prix aussi c'est quelque chose, donc je termine avec le revenu. Là. Le revenu, ça influence nos choix de consommation. Si tu as beaucoup de sous, tu ne mangeras pas la même chose, tu n'auras pas la même voiture que si tu es sur l'aide sociale ou tu travailles au salaire minimum, par exemple. Le deuxième facteur qui influe sur notre consommation, c'est bien sûr le prix des choses qu'on consomme. Donc, on dit que de manière générale, lorsque le prix d'un bien augmente, la consommation de ce bien aura tendance à diminuer. Et à l'inverse, lorsque le prix d'un bien diminue, la consommation de ce bien aura tendance à augmenter. Donc, quand quelque chose est en spécial, on en vend plus parce que le prix est plus bas que quand le prix est élevé. Donc, c'est juste ça que ça veut dire. Et on nous parle de l'offre et de la demande. Donc, deux concepts super importants en économie. L'offre et la demande sont inversement proportionnelles.
Et on va souligner dans le haut là, tout ce que McSween nous dit dans le paragraphe du haut. Je fais ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça va fonctionner. Puis là, il faut que j'aille chercher mon souligneur. Je vais l'avoir. Il sauve tout ce qu'il y a dans le paragraphe qui se trouve dans le haut ici, là, doit être surligné. Donc, vous m'excuserez, ça disparaît. Donc, encore une fois, je l'ai redit, là, tout ce qui est dans le paragraphe du haut doit être surligné. Je le relis à l'instant avec vous. Donc, on dit que ce petit paragraphe-là, la loi de l'offre et la demande stipule que le prix d'un produit est celui où il y a équilibre entre l'offre et la demande de ce produit. Il s'agit du prix que les consommateurs sont prêts à payer pour ce bien, donc c'est la demande pour le produit, et celui auquel les producteurs sont disposés à le vendre, donc l'offre pour ce même produit. On va regarder l'exemple du annoté ici qui nous permet, qui est très approprié pour vous et qui nous permet de bien comprendre le concept de l'offre et de la demande. Donc, on nous dit qu'à l'approche de leur bal des finissants, de nombreux élèves désirent louer des limousines. Cependant, le parc de véhicules disponibles dans les entreprises de location reste le même. Par conséquent, le prix de location augmente au cours de cette période. Donc, tout le monde veut louer des limos en juin pour son bal de finissant. Sachez que, petite parenthèse, il y a plusieurs scénarios pour votre bal de finissant qui sont sur la table et qu'on ne vous oublie pas. On ne sait pas exactement ce que ça donnera, mais on ne vous a pas oublié. Bon, je reviens à mon exemple d'offre et demande. Plusieurs gens veulent louer des limos au mois de juin pour leur bal. Donc, le propriétaire de la compagnie de location de limousine, qu'est-ce qu'il fait avec ses prix? Ben, il sait qu'il peut monter le prix de location de 100$ ou de 150$ de plus. C'est pas grave, il va la louer pareil, sa limousine. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le prix? Avec le prix va augmenter parce que la demande, elle est très forte. OK? Maintenant, que se passe-t-il au niveau de l'offre? Je m'en viens. La demande, elle est très forte, donc la demande, elle augmente. Petite flèche par en haut. Oh my God, ça n'a pas de bon sens, ça. Donc, pardonnez-moi, je fais beaucoup d'efforts comme ça. Petite flèche par en haut, c'est le mieux que je peux faire, désolé. L'offre, qu'est-ce qui se passe avec l'offre? L'offre est toujours la même. Le propriétaire, il n'a pas acheté 22 limos de plus là, en juin. Là. C'est pas ça que ça nous dit. Donc l'offre, elle demeure égale. Que va-t-il se passer au niveau du prix? Bien, étant donné que la demande pour la location est plus élevée, puis que l'offre est la même, il n'y a pas plus de limos à louer. Donc, le prix va augmenter au mois de juin. Probablement que si tu voudrais louer c'est une flèche par en haut, je suis désolé. Probablement que si tu veux louer une limousine au mois de septembre, ça va te coûter beaucoup moins cher que lors du bal de finissant. Ça va? Donc, c'est l'offre et la demande. Je m'en vais tout de suite de l'autre côté, faire un autre exemple avec vous. Juste ici, désolé. À la page 11, je vais faire le A seulement avec vous. Puis, en fait, non, je ne ferai même pas le A. J'ai préparé un petit quelque chose ici. Puis, on va aller regarder ça ensemble. Donc, autre exemple. Sur l'offre, la demande, qu'on voit juste ici. Donc, je dois me positionner sur la demande. Je dois me positionner sur l'offre. Et je dois me positionner sur le prix. Donc, je dois dire si c'est plus, si c'est moins ou si c'est égal, tout simplement.
L'exemple que j'ai écrit là, c'est un exemple qui est sorti de ma tête tout simplement. C'est les fraises en mai au Québec. Donc, qu'est-ce que je sais par rapport à ça? La demande, l'offre. Clairement, je peux dire que l'offre en mai, je suis pas sûr de mon mois là. Disons, mettons en juin, ça serait peut-être plus. Ou en juillet. Écoutez, disons, quand les fraises sont mûres au Québec. Allons-y comme ça. OK? Désolé. Clairement, quand les fraises sont mûres au Québec, l'offre, elle est élevée. Donc, on a une offre élevée de fraises qu'on peut acheter. Il y en a partout, on peut les cueillir, etc. La demande, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous, on sait que les fraises sont bonnes, donc peut-être que la demande va augmenter. On va en consommer plus de fraises à ce moment-là qu'au mois de novembre ou au mois de décembre. C'est logique, elles sont bonnes, sont juteuses, etc. Puis qu'est-ce qui va se passer avec le prix? Ben, probablement que le prix va peut-être être un petit peu plus bas parce qu'il y en a beaucoup, ou peut-être qu'il va être égal parce que la demande est plus élevée, puis l'offre est plus élevée, donc peut-être que le prix est égal, mais peut-être aussi que le prix pourrait être plus bas. Mon exemple est pas parfait dans ce cas-ci parce que j'ai pas de réponse claire, mais on le comprend comme ça, puis ça va. Je m'en vais avec les robes de bal en juillet. Deuxième exemple, lui, il n'y a pas d'ambiguïté dans mon exemple. La demande pour les robes de bal en juillet. Est-ce que plusieurs jeunes filles veulent s'acheter des robes de bal en juillet? La réponse c'est non. Donc, la demande, elle, diminue. L'offre, ben oui, il y en a plus à vendre parce que les filles ont fini leur bal. Donc, l'offre, elle est plus élevée. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le prix? Ben, si tu veux vendre ta robe de bal au mois de juillet, bonne chance. Ce que tu peux faire si tu veux vraiment la vendre, c'est que tu vas devoir descendre ton prix. Donc, tu la vends moins cher, puis oui, tu vas être capable de la vendre. Donc, ça a une influence sur le prix au mois de juillet. Si, par exemple, je la mettais, ma robe de bal, au mois de... Quand est-ce qu'on magasine ça, des robes de bal, les filles? En mars, en avril, peut-être février, je ne sais pas exactement. Donc, robe de bal en février, ce serait différent, mais en juillet, c'est la réalité qu'on a. Dernier exemple pour l'offre et la demande. Il y a un nouveau resto qui rouvre à Black Lake. Je suis ici. Donc, c'est pas important la chaîne ou quoi que ce soit. La demande pour la bouffe à Black Lake, est-ce qu'elle augmente? Ben, peut-être, il y a un effet de nouveau. Donc, on va vouloir aller tester le resto, goûter à ces nouveaux produits, etc., voir de quoi ça a l'air. Donc, peut-être qu'elle augmente. Mais à long terme, ou après 2 mois, 3 mois, l'effet de nouveau est passé. Donc, la demande n'est pas plus grande, n'est pas plus faible, elle est la même, OK, pour la bouffe. L'offre, qu'est-ce qui se passe avec l'offre de bouffe? Ben, il y en a plus parce qu'on a un nouveau resto qui nous offre la bouffe. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le prix pour les restos? Ben, peut-être que ça va avoir une incidence à la baisse sur les prix de restos parce qu'on a une plus grande offre ici. Donc, les autres vont devoir s'ajuster s'ils veulent continuer à en vendre autant. Peut-être baisser un petit peu leur prix. Sinon, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour eux. Donc, l'offre et la demande, on la réfléchit, on la pense, puis ça se fait assez bien. Je retourne à mon cahier d'activité. Il y a à la page 11 6 exemples qui sont là, qu'on regardera ensemble dans le Zoom. Et ça risque d'être quelque chose qui revienne, là, que je vous demande de réfléchir là, dans un travail ultérieur. Là. Donc, c'est ça. Vous pouvez vous référer à la page 10 aussi, où on a des explications dans le cahier. 2 petites dernières pages, je me rends jusqu'à 13 aujourd'hui. Donc, à la page 12, on parlait des prix. Donc, on disait que... Non, pardon. Je dois revenir en arrière. Avant de parler de l'offre et la demande, on était rendu ici aux taxes à la consommation. Donc, ça fait partie des prix. Il y a des taxes en vigueur au Québec. Il y en a beaucoup et elles vont influencer notre consommation, bien sûr. Donc, on les regarde un petit peu plus en détail. Chez nous, au Québec, on a 2 taxes à payer. Donc, la TPS et la TVQ. Donc, la TPS, c'est la taxe fédérale.
Là, ça fonctionne pas. Si je le fais comme ça, il va se passer quoi? Ça fonctionne mieux. TPS égale Ottawa. T'écris ça quelque part toi aussi. Je vais venir... Je peux pas effacer ce que j'ai fait auparavant. Donc, je vais juste barbouiller ça ici, là. Parce que je peux pas effacer juste ça. J'ai pas d'efface dans mon menu. Donc, c'est ça. Et la TVQ, elle est au Québec. Donc, taxe de vente du Québec. La TVQ, elle est de 14,975%. Donc, aussi bien dire 15%. Et la TPS, elle, qui s'en va à Ottawa, elle est de 5%. Donc, pour un total... Non, désolé, non, j'efface tout ça. On recommence. Je m'excuse. La TPS, elle est de 5%. Elle va à Ottawa. Donc, pour payer l'armée, entre autres. Pour payer l'aide sociale. Donc, c'est ça. Et la TVQ, de l'autre côté, elle est... ça, c'est la taxe de vente du Québec. Donc, au Québec, elle est de 9,975%. Pour un total, quand je fais les deux, un total de nos deux taxes combinées de 15%. Donc, petit truc comme ça, quand on va au resto, on en a déjà parlé, je crois, on donne l'équivalent des taxes en pourboire. Donc, tu regardes sur ta facture, si tu as été bien servi, tu donnes un pourboire équivalent aux deux taxes. Donc, c'est un petit truc facile pour le calculer. Je ressouligne ce que j'avais ici, donc TPS et TVQ. Deux taxes qu'on doit payer. Vous comprendrez que, par exemple, en Alberta, eux n'ont pas la TVQ à payer, ils payent seulement la TPS. Donc, seulement 5% de taxes sur tout ce qu'ils achètent. C'est énorme comme différence. 10% là, qu'on enlève. Par exemple, quand vient le temps de s'acheter une voiture, ben, la voiture coûte une voiture neuve coûte beaucoup moins cher en Alberta parce qu'ils n'ont pas à payer la taxe de vente provinciale. Eux, ils n'en ont pas. Donc, ils sont chanceux, disons-le comme ça. Et je reviens à mon surlignage. Donc, le taux combiné de ces deux taxes-là est de près de 15%. Je vous invite à faire les exercices du bas, donc le annoter. Ici, on fait ça, on regarde ça, on répond à ça. On pourra en reparler lors du Zoom si jamais vous avez des questions. Page 11, c'était nos exercices d'offres et de demande. Page 12, on revient sur les taxes. Donc, on nous dit qu'au Québec, il y a certaines taxes En fait, le gouvernement gère les taxes pour favoriser certains comportements ou au contraire, restreindre ou rendre plus compliqués certains comportements. Par exemple, les cigarettes sont extrêmement taxées par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on veut décourager ce comportement-là. Donc, on veut décourager les gens de fumer. Je sais qu'il existe toutes sortes de combines pour passer outre. Donc, je parle de cigarettes de contrebande ici, là. Mais c'est ça. Donc, c'est très taxé parce qu'on veut décourager ce comportement-là. Les boissons gazeuses sont très taxées parce qu'on veut décourager ce comportement-là. L'essence est très taxée parce que c'est polluant. Puis parce que le gouvernement considère que c'est un produit de luxe quand tu achètes de l'essence. Donc, il joue un petit peu comme ça, en taxant ou détaxant un peu ce qu'il veut. À l'inverse, l'épicerie n'est pas taxée. Donc, la plupart des produits d'épicerie ne sont pas taxés. Pourquoi? Parce que c'est un produit essentiel, tu es obligé de manger. Donc, le gouvernement, il dit, bon, OK, on va lui donner un break, ce sera pas taxé. Les couches, c'est pas taxé parce que c'est ça, c'est rendre service aux gens de ne pas taxer ces produits-là parce que c'est essentiel. Ce sont des exemples. Depuis quelques années, aussi les serviettes sanitaires, tampons et autres trucs d'hygiène féminine ne sont pas taxés non plus. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, si on veut, pour, je sais pas, l'égalité des sexes ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est nouveau
de ces dernières années. Je reviens à mon soulignage. Donc, l'objectif des gouvernements est de ne pas nuire à l'accès aux produits et aux services de première nécessité. Donc, tout ce qui est de première nécessité ne sera pas taxé. Plus bas, on dit que les taxes ont deux objectifs, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Elles procurent au gouvernement, non, c'est pas vrai, c'est pas ce que je viens de vous expliquer. Elles procurent au gouvernement des revenus qui leur permettent de financer les services publics comme l'éducation, la santé, la protection de l'environnement et aussi de redistribuer la richesse. On a déjà vu ça par les programmes d'aide sociale, par exemple. Ou les banques alimentaires ou autres trucs qui peuvent parfois être financés par les gouvernements. Je m'en vais plus bas. Elles permettent au gouvernement de favoriser la consommation de certains biens en les taxant ou, au contraire, de tenter de réduire la consommation d'autres biens en les taxant plus. Donc, la cigarette est très taxée et le pain à l'épicerie n'est pas taxé. Je vous laisse regarder à noter ici. On en reparle dans le Zoom de cette semaine. Comme ça. On va changer de page, on s'en va à notre dernière page pour aujourd'hui. Donc, page 13, où on va parler des facteurs socio-culturels qui vont influencer notre consommation. Donc, par exemple, la culture, c'est quelque chose qui influence notre consommation. Je dis ça comme exemple comme ça. Je n'apprends rien en vous disant que en Asie, ils consomment beaucoup plus de riz que nous. Donc, c'est une question de culture, tout simplement. Ça influence leur consommation. C'est pas plus compliqué que ça. On consomme plus de bâtons de hockey que les gens qui vivent dans le désert du Sahara. Ça fait partie de notre culture, tout simplement. Donc, on souligne ici que la culture, c'est un ensemble de valeurs, de connaissances, de savoir-faire, de traditions et de coutumes, propre à un groupe de gens qui partagent un espace de vie commun. Donc, au Québec, on mange des oreilles de Christ, on va à cabane à sucre, puis on aime beaucoup Carey Price. Si je redis cette phrase-là à un Japonais, il n'a absolument rien compris de ce que je viens de dire. C'est notre culture à nous. Eux ont leurs propres idoles de sport, ont leur propre façon de s'habiller, ont leur propre mets qu'on comprend rien et qu'on ne sait pas c'est quoi. Mais bref, c'est ça la culture. Donc, on a des façons de vivre qui sont différentes. Les groupes sociaux vont influencer notre consommation. Donc, par exemple, si tu es un ado, il y a peut-être plus de chances que tu te fasses faire un tatou qu'une personne de 60 ans et plus. C'est une règle générale parce que ça fait partie d'un groupe social, tout simplement. Puis je peux aller plus loin que ça. Si plusieurs de tes amis se sont fait un tatou, ben c'est possible que toi aussi, l'envie de punk de faire un tatou, ça fait partie de ton appartenance à un groupe où c'est ça. Donc ça influence notre consommation. Il y a des facteurs individuels aussi, par exemple la consommation responsable, c'est-à-dire que si pour toi c'est important le respect de l'environnement, ben tu vas peut-être aller à la nouvelle épicerie à Thetford qui s'appelle l'Idée verte, où on vend des produits en vrac. Donc, le but étant de diminuer les déchets. Donc, c'est ça. Je vais le souligner au complet, là, ça. Donc, la consommation responsable, on dit que c'est un mode de consommation qui tient compte du développement durable, donc la protection de l'environnement, puis qui est bénéfique pour l'économie, puis positif pour la santé. Donc, je vous laisse avec ça. C'est quand même beaucoup de stock. Donc, on se voit vendredi à 9h si le cœur vous en dit. Sinon, ben, je vous demande de compléter les exercices qui se trouvent dans les pages 5 à 13 et 19 à 29. Je vais faire la même chose que je viens de faire là pour les pages 19 à 29 sous peu. Donc, au plaisir. Bye.